Madame, Monsieur, bonjour. Dans une nouvelle émission de Hadith Al-Muwatin, ou la discussion avec le citoyen. Et aujourd'hui, nous avons avec nous un homme politique connu de la scène politique belge, mais aussi internationale, vu qu'il a participé à pas mal de choses au Maroc, en France et aussi au Yémen. Donc nous avons avec nous M. Hamid Al-Khannous, ou Ahmed Al-Khannous, député et premier échevin à Molenbeek-Saint-Jean. Donc M. Hamid Al-Khannous, bonjour. Bonjour Hassan. Marhaba bik. Shukran, merci pour votre invitation. Merci de m'avoir invité à votre émission aujourd'hui. On va commencer notre émission, M. Hamid, par une première question. Qui est Hamid Al-Khannous? Hamid Al-Khannous, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, mais c'est Ahmed Al-Khannous, est un citoyen belge d'origine marocaine qui est né à Bruxelles, plus précisément à Molenbeek-Saint-Jean. Donc j'ai 48 ans, je suis marié, père de 4 enfants et j'ai fait, je dirais, toute ma scolarité primaire, secondaire et supérieure à Bruxelles. J'ai décidé, après, je dirais, un engagement de plusieurs années, relativement jeune d'ailleurs, j'ai commencé dans le secteur associatif en 2003 de m'engager en politique et j'ai rejoint à l'époque, je dirais, une formation politique qui était pas en très bonne santé politique, mais qui était incarnée par une personne qui s'appelait Joël Milquet, c'était le nouveau PSC, et qui portait un projet de société qui était cette fameuse charte de l'humanisme dans laquelle je me retrouvais d'abord en tant que citoyen belge, mais aussi d'origine marocaine, de confession musulmane. Ce projet qui était proposé à l'époque, qui visait à construire une société du véritable vivre ensemble, où on ne faisait pas la différence entre les citoyens, quelle que soit leur origine, leur pratique religieuse, mais aussi une plus grande égalité sociale et économique, a fait qu'en 2003, je me suis lancé en politique, avec les difficultés que j'ai pu connaître dans une commune qui était sous domination socialiste depuis l'après-guerre, même un peu avant, dirons-nous, parce que le Parti socialiste est au pouvoir à Molenbeek depuis 1939, et je me suis engagé pour différentes raisons. D'abord parce que j'avais une connaissance assez précise des difficultés rencontrées par la population à Molenbeek, dans les quartiers les plus difficiles, et à travers véritablement l'histoire aussi des différentes vagues d'immigration et de notre histoire à nous, en tant que citoyens belges d'origine marocaine. Nous avons rencontré d'énormes difficultés que nous rencontrons d'ailleurs encore aujourd'hui, que ce soit sur le plan de la formation, le plan de l'enseignement, l'accès au marché du travail. Et donc déjà à l'époque, c'est ce qui m'avait motivé à m'engager en politique. Et depuis lors, je n'ai pas cessé. J'ai été élu comme échevin en 2006. En sachant que depuis 2004, lors d'une première tentative aux élections régionales, j'avais rejoint l'équipe du ministre de l'Emploi et de l'Économie, Benoît Serex, que j'ai quitté en 2009 après avoir été élu comme député bruxellois. Et depuis lors, j'occupe effectivement deux casquettes, celle d'échevin à Molenbeek-Saint-Jean et depuis 2012 premier échevin. Et c'est mon deuxième mandat de député bruxellois. Et dans le cadre du deuxième mandat de député bruxellois, je suis aussi président de la commission de l'intérieur au Parlement bruxellois, ce qui m'amène à traiter des matières, entre autres liées à cette fameuse affaire ces affaires qui défraient la chronique, c'est-à-dire la radicalisation des jeunes, mais aussi les problématiques liées au terrorisme. Justement, on va y aller directement sur la radicalisation des jeunes, et puis alors après, on va essayer de faire une dégression vers ce qui se passe à la commune, mais au sein de la commune de Molenbeek. Ces derniers temps, vous êtes en fait très médiatisé, donc on vous voit dans la plupart des chaînes de télévision au niveau international, des chaînes françaises, marocaines, etc., justement sur ce qui s'est passé récemment, justement les attentats du 22 mars, mais aussi du 13 novembre à Paris. Paris, tout à fait. Et je pense que vous avez joué un rôle très important, et surtout un rôle de facilitateur, en tout cas, expliquer vraiment, à essayer de donner en tout cas une image positive de la commune de Molenbeek, qui a été en fait médiatisée tout à fait et totalement comme une commune qui produit le terrorisme et le radicalisme, etc. Est-ce que tu peux nous parler en tout cas de cette expérience et le rôle que tu as joué justement pour essayer de débattre avec le monde extérieur et expliquer le positionnement de la commune de Molenbeek? D'abord, peut-être remettre, je dirais, ce que nous avons vécu dans le contexte de l'époque. Donc je rappelle, après l'attentat de Paris, ou les attentats, parce qu'il y a eu plusieurs actions menées sur le territoire français, le fameux 13 novembre, qui, je crois, nous marquera jusqu'à la fin de nos jours. Nous avons appris que des terroristes émanaient de Molenbeek.
Directement après, les médias français en particulier ont focalisé sur Molenbeek et même, je dirais, on a été confronté à une véritable action médiatique avec un bashing incroyable visant Molenbeek, mais Bruxelles et la Belgique. Ce qui a eu pour conséquence d'abord cette stigmatisation de la commune de Molenbeek et de sa population, mais aussi des conséquences très très graves sur le plan économique, le plan je dirais, du vivre ensemble, de la cohésion sociale. Donc on a vécu des moments qu'on n'avait jamais vécu auparavant. Et il était de notre devoir, il est de mon devoir à moi en tant que premier échevin, mais aussi mes collègues qui ont participé, c'est de ne pas rester les bras croisés et de subir. Il fallait qu'on réagisse avec force pour d'abord contrer cette attaque ou ces attaques médiatiques qui étaient à nos yeux totalement injustifiées. L'émotion, on la comprend évidemment. Nous avons marqué dès les premières secondes notre solidarité avec les victimes, avec le peuple français, avec le gouvernement, parce que nous tous, quelles que soient nos origines, nous érigeons contre la barbarie, contre la violence, et nous ne l'acceptons pas, nous ne l'accepterons jamais. Ça, c'est important. Mais de là à vouloir faire des amalgames entre ces criminels et la population molenbeekoise, ces criminels et les musulmans de Belgique. Et il faut le reconnaître, qu'on n'a pas été aidé par certains responsables politiques en Belgique. Je vais rappeler les dérapages du ministre de l'Intérieur, Jan Bon, qui, voulant faire plaisir à son électorat, n'a pas hésité à parler de venir nettoyer Molenbeek. Quelques semaines après, on a entendu dire des âneries en prétendant que les musulmans couvraient Salah Abdeslam en le dissimulant en dessous de l'gatrillette, en dessous des fauteuils marocains. Enfin, c'est moi qui ajoute ça. C'est pour, Et donc on était confrontés non seulement à des personnes extérieures, pour certains, je peux comprendre, qui ne connaissent pas Molenbeek. Pour la petite anecdote, j'ai reçu des journalistes qui sont venus dans mon bureau avec 2 gardes du corps parce que le rédacteur de leur journal pensaient qu'ils allaient aller à Peshawar ou dans une contrée reculée d'Afghanistan. Non, mais c'est pour vous dire un peu l'image qu'on avait de Molenbeek. Et donc, il fallait absolument déconstruire cette image négative et ramener, je dirais, tous ces témoins extérieurs qu'étaient les journalistes, qui se sont empressés de venir à Molenbeek, vers une réalité qui était plus proche de la vérité. Et donc, alors que nous étions occupés à rétablir une vérité et permettre aux journalistes, même si dans la première vague, les journalistes étaient leur action était empreinte d'émotion, et donc on était vraiment dans la condamnation, et il fallait absolument expliquer que les terroristes, s'ils sont venus de Molenbeek, c'est parce que la commune produisait des terroristes. Encore un peu, on croyait qu'à la place communale, il y avait des camps d'entraînement de terroristes, etc., ce qui est totalement faux, bien évidemment. Et il est vrai, je le répète, on n'a pas été aidé par certains responsables politiques belges qui n'ont pas hésité à se faire les porte-voix de ces gens qui stigmatisent une communauté et qui versent avec beaucoup de facilité dans l'islamophobie. Oui. Et donc, c'était, pour répondre à votre question, c'était de notre obligation, de notre devoir de réagir pour pouvoir contrer justement cette image négative, tout en reconnaissant qu'il y a des problèmes. C'est ça qui est important. Oui, il y a des problèmes. Comment est-ce qu'on explique que des jeunes issus de nos quartiers, parfois très loin de la pratique religieuse, puissent à un moment donné verser vers cette horreur qu'est le terrorisme. Donc il fallait à un moment donné réagir, c'est vrai, reconnaître qu'il y a des problèmes. Ben, je suis désolé, lorsque vous avez quelques individus dans une commune de plus de 100 000 habitants qui versent dans le terrorisme ou dans n'importe quel autre acte négatif, il est inacceptable qu'on fasse des amalgames avec une population entière. Vis-à-vis, en tout cas, votre manière de faire, en tout cas, qui était très, très observable et vérifiable via la presse, etc., de défendre, en tout cas, Molenbeek et d'appuyer, en tout cas, le positionnement des Molenbeekois. Mais de l'autre côté, en fait, vous avez les citoyens, vous avez les habitants de Molenbeek qui sont aussi quelque part en souffrance par rapport à ce qui s'est passé et qui vivent en tout cas une situation psychologique très grave en rajoutant le chômage, la précarité, les problèmes de logement, etc. Comment en fait vous essayez en tout cas de rentrer et de rassurer quelque part aussi la population de l'autre côté, parce que vous avez travaillé, rassuré la presse, expliqué, etc. Mais la population, et je sais que vos permanences sociales sont souvent en fait remplies de monde, etc. Donc comment vous avez traité en tout cas ce problème? Mais il y a plusieurs choses d'abord. D'abord, il y a, je pense, une posture que nous devons avoir qui doit être d'une clarté absolue. Certains se sont permis, à travers des analyses,
de parcours de ces jeunes qui sont radicalisés ou qui ont versé dans le terrorisme, à faire des liens avec la précarité, avec la pauvreté, avec l'exclusion du marché de l'emploi. Vous savez, à Molenbeek, il y a 13 000 demandeurs d'emploi qui se retrouvent tous les jours en train de parcourir, je dirais, les annonces dans les journaux, aller dans les services pour essayer d'obtenir un soutien dans le cadre de la recherche d'emploi, etc. Je dirais heureusement que ces 13 000 ou ces 135 000 en région bruxelloise ne versent pas dans le radicalisme, ou sinon je crois qu'ici en Belgique on aurait un grave problème. Donc il y a deux choses. C'est de pouvoir dire clairement, rien ne justifie qu'on verse dans la violence, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et la preuve en est, c'est quand on analyse les parcours de tous ces jeunes qui ont versé, on va se rendre compte que certains n'ont pas de problèmes sociaux, n'ont pas de problèmes économiques, ne sont pas des exclus. Leur page, je prends l'exemple d'Abaoud, son père était un commerçant très connu avec des biens immobiliers, donc c'est pas des gens qui sont dans le besoin, loin de là. Et on voit même d'autres jeunes que leurs noms, dont les noms étaient cités, font aussi partie de cette catégorie de gens qui n'ont pas de difficultés sociaux. Alors, cette séparation étant faite, il faut reconnaître que Molenbeek, qui est quand même la deuxième commune en région bruxelloise qui a le taux de chômage le plus élevé après Saint-Josse, avec des difficultés à pouvoir accéder au marché de l'emploi, qui sont liées à différentes raisons, que ce soit la formation, que ce soit l'inadéquation entre l'offre et la demande, problème grave de discrimination à l'embauche. On connaît Bruxelles, capitale de l'Europe. Aujourd'hui, vous êtes d'origine étrangère, même si vous êtes diplômé, vous êtes confession musulmane, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à trouver un travail. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les études qui sont faites par différentes universités. Et malgré que ces 10 dernières années, des actions concrètes ont été menées par les différents gouvernements, des actions concrètes ont été implémentées pour faire reculer la problématique de la discrimination, elle est toujours aussi criante. Et ces affaires qu'on a connues depuis le 13 novembre et les attentats de Bruxelles ne vont pas faciliter les choses. Quand vous appelez Mohamed Fatima, vous êtes confession musulmane, vous venez de Molenbeek, toutes les portes se ferment. Ça, c'est la réalité. Ça, il faut le dire. Et donc, il y a deux choses. Il y a contrer ce phénomène qui envoie nos jeunes à la mort. Et alors ça, il faut vraiment que tout le monde s'unisse, quelles que soient nos origines, quelles que soient, je dirais, nos fonctions. Il faut qu'on soit solidaire avec les imams des mosquées, avec les associations. Il faut qu'on dise non à cette secte ou une autre secte qui viendrait plus tard. On doit leur refuser de pouvoir embrigader nos jeunes. Et ça, tous les moyens sont mis en place. Je vais rentrer tout à l'heure, si vous le souhaitez, dans l'explication de ce qu'on a mis en place pour pouvoir lutter efficacement contre cette radicalisation. Et puis, il y a cette pauvreté, ces difficultés à accéder à un logement, ces difficultés à accéder à un travail. Et là, il y a tous les jours des actions qui sont menées à travers, je dirais, différentes institutions, dont certaines qui dépendent de moi en matière, par exemple, d'accueil, d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Mais ça reste insuffisant. Parce qu'il y a une volonté politique au niveau fédéral qui vise à pousser les gens à trouver un travail qui n'existe pas. C'est ça le problème. Donc on est dans un autre débat, c'est un débat de société. Est-ce que tout le monde peut travailler ? Non, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Mais qui a fait en fait est-ce que le problème de chômage et le problème en tout cas de précarité que tout le monde peut reconnaître, politiciens, monde associatif, etc., qui quelque part qui a un degré très élevé à Molenbeek. Et cela depuis une vingtaine d'années. Donc le problème ne change pas, les statistiques ne changent pas, au contraire, donc ça augmente. Et puis alors on a vécu maintenant ces attentats, etc., qui vont faire, comme vous l'avez bien stipulé, augmenter quelque part le degré de la méfiance de ces jeunes, etc., et l'exclusion et l'islamophobie, etc. Donc comment vous abordez-vous en tout cas ces questions maintenant avec les jeunes, avec les citoyens, comment on peut les rassurer? Je sais qu'au niveau de Molenbeek, il y a pas mal d'activités, il y a pas mal de projets, il y a pas mal de choses qu'on met en place, etc. Il y a aussi beaucoup d'occupationnels, parce que Molenbeek est connu, on fait beaucoup d'occupationnels pour occuper les jeunes, mais au niveau pédagogie, au niveau éducatif, vraiment pour accompagner ces jeunes-là vers une autonomie pour qu'ils puissent devenir en tout cas des acteurs, des acteurs de terrain, ou soit devenir des hommes et des femmes qui puissent un jour aussi avoir un job, construire leur famille, etc. Quel est le rôle de la commune dans ça? Parce que c'est le plus important que de, quelque part, calmer les jeunes, leur donner des activités occupationnelles, etc. Donc, très important d'abord, pour ne pas tout mélanger. Nous allons nous focaliser sur la problématique de l'emploi, l'accès au marché du travail. Les opérateurs, je les mets au pluriel, qui sont censés développer des stratégies au niveau macro,
C'est-à-dire, vous savez, on ne peut pas isoler Molenbeek du reste de la région bruxelloise et on ne peut pas isoler la région bruxelloise de l'ensemble du territoire belge. Parce qu'il y a une réalité économique qui fait que, par exemple, Bruxelles, aujourd'hui, est une zone de service par excellence. Qui dit zone de service, dit compétences particulières. C'est-à-dire, avec les institutions européennes, avec les différentes institutions internationales qui se trouvent sur le territoire bruxellois, il est de plus en plus difficile de trouver des entreprises qui embauchent des gens qui n'ont pas beaucoup de qualifications. C'est fini l'époque des usines où si vous ne faisiez pas d'études, vous vous retrouvez à faire la chaîne. C'est fini ça. Aujourd'hui, au minimum, vous devez parler deux langues, le français et le néerlandais. Au minimum, vous devez avoir certaines compétences en matière informatique ou dans différents domaines, techniques de vente, etc. Donc, à notre niveau, au niveau communal, avec les différentes structures qui dépendent de nous, qu'est-ce que nous mettons en place comme politique? Et je le répète, c'est insuffisant par rapport aux besoins. Donc c'est pour ça qu'il y a différents opérateurs qui interviennent, et malgré toutes ces forces qui s'unissent, ça reste insuffisant. C'est que nous essayons, par exemple, le nœud du problème majeur, j'ai parlé tout à l'heure de la discrimination à l'embauche, je vais mettre ça de côté, parce que ça c'est un vrai problème, et là moi je suis partisan d'une politique beaucoup plus dure au niveau législatif pour sanctionner les entreprises qui discriminent, ou les pouvoirs publics quand ils discriminent aussi. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de consensus politique pour arriver là. On est dans une politique d'incitant, c'est-à-dire qu'on paye les entreprises pour qu'elles réussissent, pour qu'elles respectent la législation. Par exemple, à Bruxelles, comme en Flandre d'ailleurs, nous avons des services qui dépendent d'Actiris qui sont censés implémenter, à travers des politiques d'ailleurs que j'ai initiées quand je travaillais pour le ministre Serex, des programmes de lutte contre la discrimination à l'embauche, et on peut même les financer, on finance des entreprises qui acceptent ces programmes. Donc quelque part, je dis ça avec beaucoup d'ironie à mes collègues, on paie les entreprises pour qu'elles respectent la loi. Ce qui est pour moi un non-sens, c'est de l'argent qu'on devrait réserver pour des actions autres que celle-là. Ça, c'est une première chose, c'est lutter efficacement contre la problématique de la discrimination, mais ça, je mettrai de côté. Problème numéro 1, c'est la problématique de l'inadéquation entre l'offre et la demande. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui ne sont pas formés. Ils sortent d'études secondaires, ou ils sortent même parfois d'études supérieures universitaires, avec une formation qui n'est pas en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Moi, je vois par exemple les examens de police. Aujourd'hui, vous avez un taux d'échec très élevé. Il y a quelques semaines, j'ai eu une réunion pour justement réfléchir à l'amélioration du niveau, je dirais, des jeunes qui arrivent à ces examens. Ils sortent de 6e secondaire, je suis désolé, leur capacité d'écriture, elle est très limitée. C'est une problématique qui existe depuis toujours, c'est ça le problème. Et ça nous ramène vers un problème majeur qui est celui de la formation. Donc il y a une formation qui aujourd'hui ne forme pas suffisamment nos jeunes pour être armés à affronter le marché de l'emploi. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Donc et il y a des actions qui sont menées, que ce soit au niveau de la Fédération de Bruxelles, ou à travers tous les opérateurs de la formation. Moi, par exemple, lorsque j'ai pris mes compétences comme échevin de l'emploi, qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'il y avait une kyrielle de formation qui n'aboutissait jamais en devenant, par exemple, j'ai plus en tête une formation comme ça. Il y a des formations qui vous donnaient aucune chance de trouver un travail. Quel est l'intérêt de financer des formations qui ne vous donnent pas des chances? Moi, j'ai mis en place 4 formations de pose de panneaux photovoltaïques, donc énergie renouvelable, qui était très à la mode et qui s'était très développée il y a quelques années. J'ai formé 48 jeunes, 4 sessions de 12 jeunes. Chaque session avait 200 candidats, nous avons retenu 12 jeunes. Eh bien, les 47 sur 48 ont signé un contrat parce que nous avons mis en place un projet de formation avec les entreprises qui allaient les recruter. Donc, ils répondent directement à un besoin, ce qui a pour conséquence de faciliter la mise au travail. Et donc, aujourd'hui, les actions concrètes qu'il faut mener, c'est à travers la formation et permettre aussi d'ouvrir le marché de l'emploi. Et en sachant aussi une réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Mais ça, il faut aussi l'assumer politiquement. Mais je refuse que la problématique de la précarité, la problématique de l'exclusion sociale puisse justifier une radicalisation ou qu'on verse vers de la violence. C'est tout simplement inacceptable et ça, je crois que c'est important. Mais constatons quand même, M. Khannous, qu'il y a plus ou moins 50% de jeunes de moins de 26 ans à Molenbeek qui sont au chômage. Dans certains quartiers, tout à fait. Il y a plus de femmes voilées à Molenbeek qui sont sans boulot, sans travail, sans perspective même d'avenir, oui, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Donc comment résoudre ces problèmes-là? Vous me parlez en fait du projet que vous avez initié, dont je suis au courant, qui est un très très bon projet, mais c'est
ce n'est pas suffisant en fait Bien par sûr. rapport au volume C'est de pour la ça, demande. c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure Et ce problème qui a duré quand même d'opérateurs. d'années, que C'est c'est pour ça. stagné C'est pour ça que j'ai parlé d'opérateurs qui doivent agir au niveau. C'est pour ça que c'est pas, je dirais, la bonne méthode d'isoler Molenbeek de la région bruxelloise ou Bruxelles de l'ensemble de la Belgique. Je crois que la réalité économique d'une entité ne se limite pas à une commune. Je crois qu'on est dans un système qui est aujourd'hui mondialisé. Même l'économie belge, hors du contexte européen ou du contexte mondial, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'il y a des interactions, et on sait très bien que c'est le monde de la finance, finalement, qui influence différentes options au niveau économique. Et donc, aujourd'hui, nous restons dépendants d'une réalité économique. Pour ne pas faire d'amalgame, comme vous le dites, etc., quelles sont, à votre avis, alors les causes ou les raisons qui ont poussé ces jeunes-là à commettre ces attentats ou à sortir, alors que ce sont des jeunes qui sont connus, qui n'ont rien à voir avec la religion, qui ne fréquentaient pas les mosquées, etc. Mais à un moment donné, voilà, ils sont quand même sortis, ils ont quand même fait ces attentats, ils ont quand même tué des gens, ils ont blessé, ils ont fait vraiment pas mal de malheureux, etc. Comment vous expliquez ça? J'ai une explication rationnelle. Je crois qu'on n'est pas beaucoup à avoir cette analyse-là. Moi, Madame Bouzard, qui est en France, qui a fait toute une étude sur la problématique de la radicalisation de ces jeunes, est arrivée au même constat que moi j'avais fait quelques temps bien avant elle. C'est que l'erreur fondamentale qui a été celle des décideurs politiques, que ce soit en Belgique ou ailleurs, c'est d'abord lorsqu'on a eu affaire, il y a quelques années, à ce que moi j'appelle les représentants de Daesh en Belgique ou ailleurs, Sharia for Belgium, etc., c'est que ça nous a fait rire au début. Quand, en 2009, ils allaient devant les mosquées, ils disaient « il ne faut pas voter », ils rentraient dans les mosquées, ils agressaient les imams, ils allaient dans les universités, ils empêchaient certaines personnes de faire des conférences, ils perturbaient... Ça ne dérangeait personne. 2012, ils ont attaqué le commissariat de Molenbeek. Il a fallu 1 an et demi avant que la justice, ou 2 ans que la justice ne réagisse. Parce que ça faisait rire. Il y a un laxisme. Il y a eu une incompréhension de ce phénomène parce qu'on a catalogué Daesh dans la catégorie des mouvements islamiques violents, comme peut l'être le Hezbollah, comme d'autres mouvements, ce qui détourne, je dirais, les responsables politiques d'une réalité, c'est qu'on avait en face de nous un mouvement sectaire, mortifère, qui englobait son discours d'islamité, d'utiliser l'islam, même s'ils se nourrissent des différentes idéologies que j'ai évoquées. On le sait très bien, à travers l'histoire de l'évolution de la création de Daesh, on sait très bien qu'ils viennent et sont alimentés par des Al-Qaouis et consorts, donc on voit plus ou moins quelle est l'idéologie qui est derrière. Mais le problème, c'est que si on aurait, dans l'analyse, dès le départ, mis Daesh dans une catégorie de secte, on aurait apporté une réponse appropriée, c'est-à-dire qu'on serait dit comment est-ce que les sectes fonctionnent. Ils s'en prennent à les personnes les plus fragilisées sur le plan psychologique. Tous ces jeunes qu'on a évoqués, qui sont impliqués dans ces différents dossiers, on le voit, les raisons qui les poussent à rejoindre Daesh sont multiples. Socio-économique, exclusion, rupture avec l'environnement familial, rupture avec le lieu de socialisation, la famille, l'école, le club. Mais le dénominateur commun de tous ces jeunes, c'est quoi? Problème psychologique. C'est à un moment donné une faiblesse qui fait que vous êtes réceptif à un discours sectaire. Des problèmes psychologiques liés aussi à cette précarité. Bien sûr, ça peut être une explication parmi tant d'autres. Et on le voit aujourd'hui en Belgique. Comment on explique que Daesh réussit à impacter des jeunes dans 80-90 pays différents? Comment est-ce qu'on explique ça? Avec une maîtrise extraordinaire des moyens technologiques modernes que sont l'utilisation des réseaux sociaux. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Un groupe sectaire capable de recruter avec autant de facilité, on n'a jamais vu ça. Et donc l'erreur qui a été... J'ai participé à une des premières réunions qui a été organisée au ministère de l'Intérieur avec tous les responsables du sécuritaire. Moi, je suis désolé, mais cette réunion-là, le patron de l'OCAM, le patron de la Sûreté, le patron de la police, la patronne de la police fédérale, moi, je me rappelle quand même certains témoignages montrant une méconnaissance du phénomène. Mais même maintenant que le problème est clair, qu'on sait que ce sont des problèmes quelque part, comme vous le dites, liés en fait à un problème psychologique, qu'il est quelque part entre autres. Ben, la démarche au niveau local, par exemple chez nous, au niveau de la commune de Molenbeek, à Molenbeek, c'est que nous avions déjà des dispositifs qui étaient relativement, je dirais, actifs sur le terrain, mais insuffisants par rapport qu'est-ce que vous faites aussi par rapport aux listes connues maintenant de terroristes, donc aujourd'hui, il y a une etc. proactivité. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que les recrutements, la grande majorité des recrutements ne sont pas faits dans les mosquées.
Donc ceux qui ont à un moment donné voulu stigmatiser les musulmans à travers les mosquées étaient à côté de la plaque. Les mosquées n'ont rien à voir avec ce problème de radicalisation. On sait très bien que ces recrutements, ils ont été faits souvent dans des boui-boui, dans des petites mosquées, entre guillemets, qui n'existaient pas, dans des caves, etc. On le sait très bien, dans des cafés même, simplement sur les réseaux, la commune, par exemple, sur les réseaux sociaux. Non, par rapport à ces mosquées-là. Donc lorsque nous avons connaissance d'un lieu de regroupement, nous utilisons évidemment les outils que nous permet la loi pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène. Évidemment, lorsqu'il y a des endroits qui servent de regroupement et qui ne sont pas autorisés, nous vérifions évidemment si les obligations légales sont respectées. Si ce n'est pas le cas, nous fermons. Il n'y a pas de problème. Par contre, nous avons un dispositif qui est très actif sur le terrain et ici je plaide pour qu'il y ait une plus grande activité de la part des mosquées, des imams, des responsables, des leaders de la communauté et pas seulement, je dirais, les acteurs religieux, associatifs, sportifs, pour que tous ensemble, nous puissions être en première ligne pour détecter les premiers prémices d'une radicalisation et faire un travail d'accompagnement. Parce que pour moi, ces jeunes filles et jeunes garçons qui sont victimes de Daesh, ce sont dans un premier temps des victimes. Il faut les considérer comme des victimes et pas les criminaliser, ni eux ni leur famille. Ce n'est que quand ils franchissent le cap de se retrouver, je dirais, militants actifs, et une fois qu'ils vont là-bas, c'est trop tard. Est-ce qu'il y a une proximité maintenant, par exemple, de travail avec les familles, avec les mosquées, justement, etc., pour essayer, en tout cas, d'avoir plus de transparence sur la problématique? Mais bien évidemment, il y a aujourd'hui, pas plus tard que hier, nous étions en réunion avec l'association des mosquées molenbeekoises. Toutes les mosquées étaient à la commune pour préparer, par exemple, le ramadan. Donc, il y a des contacts, il y a un travail qui est fait, il y a un suivi. Nous demandons, je dirais, aux responsables des associations musulmanes d'être un tout petit peu courageux. Lorsqu'ils voient des gens qui prêchent la haine, la violence, c'est de les dénoncer, pas nécessairement aux autorités, mais au moins d'informer qu'il y a en leur sein quelqu'un qui sert de relais aux idées de Daesh, par exemple, qu'on puisse nous assumer nos responsabilités, parce que c'est criminel de se taire quand on voit des gens qui œuvrent sur le terrain. Je rappelle, j'ai rencontré un nombre très important de familles qui ont perdu leur enfant, parfois de 15 ans, qui ont été embrigadés par cette secte et qui aujourd'hui sont en train de pleurer les leurs, alors que si on aurait réagi, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et par votre, en tout cas, votre compétence en tant qu'échevin relations internationales, etc., quel est par exemple le rôle que vous jouez aussi dans cette thématique-là, dans cette problématique de radicalisation avec d'autres pays, entre autres le Maroc? Mais moi, j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis le président de la commission de l'intérieur au Parlement bruxellois. Dans ce cadre-là, nous avons organisé des auditions. Nous avons entendu des spécialistes de la question. Nous avons rencontré, et c'est pour ça que je suis assez ferme dans mes positions par rapport aux familles que certains voudraient criminaliser. J'ai rencontré vraiment de familles. J'ai moi-même été à la frontière syrienne. Je rappelle que j'étais à Gaziantep pour essayer de récupérer 2 enfants avec un papa dont l'épouse avait rejoint son frère auprès de Daesh. Et donc, je connais relativement bien la thématique. Et donc, ce que nous mettons en place, nous, comme action, c'est qu'on essaie d'abord de comprendre le phénomène et nous allons atterrir avec des recommandations pour le gouvernement bruxellois en matière de prévention surtout. Parce que l'aspect répressif, c'est l'intérieur qui s'en occupe, bien évidemment, mais nous insistons pour investir massivement dans toutes les politiques de prévention pour pouvoir lutter efficacement contre la radicalisation. D'accord. Madame, monsieur, on va faire une petite pause en fait avant de continuer notre débat. 5 minutes. Merci. Donc, madame, monsieur, on reprend l'antenne en fait pour terminer notre rencontre aujourd'hui avec l'échevin, le premier échevin de la commune de Molenbeek qui est député régional à Bruxelles, monsieur Hamid Al-Khannous. Donc, on parlait de les compétences que vous avez en fait, et vous parlez d'une commission intérieure, donc est-ce que vous pouvez continuer en fait à nous expliquer? Donc j'expliquais que dans le cadre de ma responsabilité en tant que président de la commission de l'intérieur,
nous avons lancé toute une réflexion surtout en matière de prévention par rapport à cette problématique de radicalisation. Qu'est-ce que nous pouvions apporter comme je dirais, plus-value par rapport aux politiques qui étaient menées. Et donc nous avons décidé avec les commissaires de pouvoir rencontrer tous les acteurs du sécuritaire, mais aussi de la prévention. Au niveau local. Au niveau bruxellois. Au niveau bruxellois. Et aussi les parents de ces enfants radicalisés à travers leur association. Essayer de comprendre un peu tout ce processus, tout ce qui a été fait en amont et en aval, et essayer de venir avec des recommandations. Donc nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur les conclusions de ces 2 commissions spéciales que nous avons mises sur pied pour pouvoir venir et présenter au gouvernement des recommandations en la matière, donc pouvoir mener, je dirais, des politiques préventives intelligentes en cohérence avec toutes les actions, que ce soit préventives ou répressives aussi, parce que je crois que tout le monde doit se parler. C'est que par rapport à ce phénomène, pour lutter efficacement contre cette radicalisation, il est important que tout le monde travaille en symbiose pour pouvoir apporter les réponses les plus adéquates à cette problématique de radicalisation qui peut amener, on l'a vu avec les attentats de Paris ou les attentats de Bruxelles plus récemment, à des catastrophes énormes. C'est vrai. Il y a aussi la problématique quelque part de peut-être la méconnaissance du phénomène au préalable. Donc, par exemple, il y a pas mal d'associations maintenant qui travaillent sur la thématique. Je pense qu'à Molenbeek, maintenant, on commence justement à mobiliser les éducateurs, les animateurs, etc. Mais est-ce que, par exemple, au sein de la commune, on donne les outils pédagogiques à ces éducateurs et animateurs pour pouvoir justement mieux accompagner ces jeunes à comprendre, en sachant qu'il y a des problèmes de théologie, il y a des problèmes de langue arabe, il y a d'autres problèmes. Est-ce que vous travaillez vraiment sur cette prévention-là? Parce que je pense qu'elle est plus importante, autant aussi que comment dirais-je, le travail que vous faites déjà sur le terrain, etc. Évidemment, pour pouvoir lutter efficacement contre un phénomène, il faut d'abord bien l'appréhender, bien le connaître. Il est vrai qu'avant les attentats, il y avait une méconnaissance totale, je l'ai expliqué tout à l'heure. Je crois qu'il y a eu des erreurs manifestes de la part des pouvoirs publics, que ce soit en Belgique, en France ou dans les 90 pays d'ailleurs qui sont touchés par ce phénomène. Je le répète, on s'est focalisé vers un mouvement religieux radical, alors que nous avions en face de nous une secte mortifère qui utilisait l'islam comme argumentaire. Et c'est ça notre erreur fondamentale. Et alors il y a eu, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une espèce de cécité, un aveuglement, je dirais même un laisser à laxisme. Ce phénomène, on a pu l'appréhender, nous, en tout cas à Molenbeek, à travers sa violence en 2012, lorsqu'ils ont attaqué le commissariat. Ils avaient des représentants à travers Sharia for Belgium. Ils allaient dans les marchés, devant les mosquées, ils interdisaient aux gens, mais d'une manière très claire, de participer à des élections. Et ça, c'est fini maintenant. Mais on l'espère, en tout cas, la réaction des pouvoirs publics, elle est immédiate et radicale lorsque nous avons connaissance de phénomènes comme ça. Des gens qui venaient devant les mosquées, qui rentraient dans les mosquées, agressaient les imams, qui rentraient dans les universités, empêcher que des conférences puissent avoir lieu. En 2012, ils ont attaqué le commissariat de Molenbeek après qu'on ait opéré une arrestation d'une dame qui refusait de montrer son visage. Il y a eu des choses très graves qui sont déroulées et très peu ou pas de réactions ou des réactions tardives de la justice. Entre 2012, l'attaque du commissariat et le moment où Belkacem a été interpellé, il a fallu, je pense, 1 an et demi. Et entre-temps, ils ont envoyé des dizaines de jeunes en Syrie. Donc là, c'est vraiment de la responsabilité des pouvoirs publics de ne pas avoir compris le phénomène. Et je ne parle même pas des nombreuses vidéos qu'ils ont diffusées sur les réseaux sociaux où ils se promenaient en dessous de l'atomium en train de dire des âneries ou devant le palais royal et peu ou pas de réaction des pouvoirs publics. Et ça, je pense, ça a fait le nid de cette radicalisation et aujourd'hui on en paie les conséquences. Le service de déradicalisation que vous avez maintenant au sein de la commune de Molenbeek. Donc il est nourri. Donc nous avons un fonctionnaire anti-radicalisme et il coordonne des actions très concrètes, je le répète, avec les agents de prévention, avec la police, très important. Nous avons en notre sein, au sein de la zone, nous avons un service spécialisé qui travaille, mais son action évidemment elle est plus répressive. Donc nous mettons le paquet sur la prévention pour éviter d'en arriver à la répression, bien évidemment. Et ça passe par une concertation avec des gens qui maîtrisent bien la théologie. Mais le souci, c'est que nous avons affaire ici à des jeunes qui sont peu ou pas
formés au niveau religieux. Ce sont une espèce de verre vide qu'on peut remplir avec n'importe quoi. Et donc il est important, en amont, de pouvoir mener des politiques de prévention et d'être proactif. C'est-à-dire lorsqu'on a les premiers éléments d'une radicalisation, de pouvoir directement intervenir. Et c'est là qu'il faut avoir des gens qui ont la capacité de déconstruire des discours qui sont, diffusés par Daesh, par exemple, ou des groupes similaires. Aujourd'hui, Daesh utilise une technique de communication qui est connue, qu'on connaît depuis de très longues années. Ce sont les techniques de communication des mouvements sectaires. C'est-à-dire, ils ont cette capacité à présenter le monde d'une manière manichéenne, le bien et le mal. Et souvent, ces jeunes qui sont dans un moment de désarroi psychologique, pour différentes raisons. C'est pour ça que je dis, chaque jeune a un parcours particulier. Raisons sociaux, je répète, problèmes socio-économiques, problèmes de rupture avec le lieu de socialisation, la famille, l'école, des gamins parfois très très jeunes. On en a vu des jeunes filles de 15 ans qui, sur Facebook, exprimaient leur désarroi. Et puis subitement, ils rencontrent quelqu'un qui, à travers les réseaux sociaux, qui donne l'âge de 17-18 ans, ils commencent à échanger. Et là, il y a un lien qui se tisse, qui se crée. Et on sait que derrière ce personnage, derrière cette espèce de fake utilisé sur Facebook, se cache un dangereux recruteur. Et on l'a vu à travers plein d'exemples qui ont été aujourd'hui mis à jour par la justice à travers les différentes enquêtes qui ont eu lieu. Et donc, nous avons aujourd'hui des équipes qui sont formées pour pouvoir répondre au mieux à, ce phénomène. Mais ça reste insuffisant. Il faut vraiment que tous les acteurs de première ligne, j'ai dit tout à l'heure, les familles, les mosquées, les clubs de sport, les enseignants, tous ceux qui sont susceptibles de pouvoir avoir une formation qui leur donne la possibilité de réagir aux premiers éléments qui indiquent une radicalisation, que nous puissions agir de manière préventive pour éviter évidemment qu'on glisse vers le répressif et évidemment la justice. Monsieur Khanous, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Accepté notre Avec invitation. plaisir. Merci pour votre invitation. Madame, monsieur, ici s'arrête notre émission. Nous vous attendrons la prochaine fois pour une nouvelle émission de Hadith al-Muwatin ou discussion avec le citoyen. Merci.